Bonjour les amis sportifs et sportives, donc je me présente, moi c'est Alexandre Offray, je suis donc l'auteur du site toutpourmasanté.fr et également je publie depuis des années et très régulièrement des vidéos sur YouTube comme vous le savez. Et c'est sûrement pour cette raison que vous êtes en train de m'écouter et que vous me suivez probablement depuis pas mal de temps. Donc en fait, ce mois-ci, j'ai envie de lancer quelque chose de nouveau au travers d'enregistrements audio et notamment aussi en écrit avec une nouvelle newsletter que je vous concocte tous les mois dans le but de vous aider vraiment à améliorer vos performances sportives, votre santé, à moins vous blesser, à mieux récupérer, à vous épanouir aussi dans votre sport et à bien vous soigner. Donc l'idée c'est de vous partager une partie essentielle de mon travail, c'est-à-dire la mise à jour des informations du site notamment et des vidéos que je souhaite publier grâce à une veille vraiment minutieuse des nouvelles publications scientifiques. J'essaie également de me tenir informé auprès des meilleurs coachs, des meilleurs scientifiques sur chaque sujet que je traite pour pouvoir vraiment être impliqué et vous aider ensuite en vous le transmettant à être un meilleur sportif, à vous informer du mieux possible pour qu'ensuite au quotidien vous puissiez faire les bons choix et savoir ce qui fonctionne, ne fonctionne pas. Donc ça reste vraiment important que ce soit en matière d'entraînement, de prévention de blessures, de santé du sportif en général, et puis pour votre bien-être au quotidien. Donc on va commencer tout simplement ce mois-ci par une étude sur laquelle je suis tombé, qui est très intéressante puisqu'elle traite sur un sujet qu'on aborde régulièrement, c'est la prise de collagène pour prévenir éventuellement les blessures et améliorer potentiellement les performances. Donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler de compléments alimentaires parce que souvent, concrètement, les bienfaits restent vraiment minimes ou pire, inexistants. C'est souvent peu efficace comparativement à ce qu'on peut faire au quotidien, c'est-à-dire bien s'entraîner, bien manger, dormir suffisamment, faire les bons exercices, récupérer. Et les compléments, en général, ça aide au mieux un tout petit peu, ça apporte un micro plus. Et au pire, ça fait rien du tout, voire même certains sont mauvais pour la santé. C'est pourquoi j'en parle rarement, parce que tout simplement, les études ne soutiennent pas la prise de compléments alimentaires. Il y en a très très peu qui sont potentiellement utiles et bénéfiques chez le sportif, en dehors de carences alimentaires bien entendu. Mais récemment, il y en a un qui semble donner des résultats qui sont de plus en plus prometteurs et qui se confirment régulièrement, c'est le collagène. Alors, le collagène, c'est pour rappel, c'est une protéine qu'on trouve en abondance dans notre corps puisqu'il constitue la majeure partie de nos tissus conjonctifs, à savoir la paroi de nos vaisseaux, nos muscles, nos fascias, nos tendons, nos ligaments, le cartilage, une partie des os, etc. Par exemple, un tendon, si on s'intéresse vraiment au tendon, c'est quand même 65 à 80% de collagène. Donc c'est quand même vraiment un pilier du tissu conjonctif. Le collagène, il est composé d'acides aminés, mais surtout de 3 acides aminés. Et donc, c'est une protéine qui est incomplète, puisque les autres protéines, en fonction des sources de protéines, vous pouvez avoir l'ensemble des acides aminés et non pas que 3. Donc, on sait également que le collagène est assez inexistant ou très peu retrouvé dans notre alimentation quotidienne parce qu'on le retrouve du coup beaucoup dans le cartilage des animaux, dans les tissus conjonctifs des animaux, dans tout ce qu'on ne mange pas chez les animaux, même les organes. Donc forcément, on n'a pas beaucoup d'apport en collagène. On ne sait pas si c'est réellement utile d'avoir un apport et combien. On ne sait pas si juste consommer suffisamment de protéines, ce qui va vous apporter les acides aminés qu'il y a dans le collagène, ça suffit et ça donne des effets similaires. Mais là, en l'occurrence, ce qu'on essaie de s'intéresser ces derniers temps, c'est sur l'impact du collagène sur la santé des tendons. Et l'étude dont je vais vous parler, c'est une étude qui a été réalisée chez des footballeuses professionnelles qui ont été suivies pendant 10 semaines, avec un entraînement régulier et divisé en 2 groupes. Un groupe qui prenait du collagène avant les séances de renforcement musculaire, qui sont
donc réalisé 3 fois par semaine, et un complément, c'est-à-dire 30 grammes, avec 550 mg de vitamine C, et un autre groupe qui suivait exactement le même entraînement, le même protocole de renfort, mais qui prenait des glucides à la place du collagène, à calories équivalentes, c'est-à-dire 180 kcal, pour être sûr qu'il n'y ait pas des effets à cause du surplus calorique, tout simplement, d'apport en énergie. Donc, ils ont fait ce petit protocole qui est intéressant, et à la fin, ils ont mesuré différents paramètres qui permettent de savoir quel a été l'impact sur les tendons. Donc, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ce qu'on retrouve régulièrement. Là, en l'occurrence, c'était sur le tendon patellaire au niveau du genou, au niveau de la rotule. Et ce qu'ils ont retrouvé, c'est qu'il y a eu une réelle différence entre le groupe qui a pris du collagène et celui qui n'en a pas pris. C'est qu'on a retrouvé des tendons plus rigides, plus résistants, plus solides, avec les marqueurs qu'on a mesurés. Par contre, attention, on sait que dans les deux groupes, les tendons ont été renforcés, entre guillemets. Mais il y a eu un résultat supérieur quand on ajoute du collagène en plus du renforcement musculaire. Mais le gros du boulot, ça a été réalisé grâce au renfort. Et c'est quand même intéressant parce qu'on sait qu'un tendon qui est plus rigide, en général, il va tolérer plus de stress, il va pouvoir aussi transmettre plus de force, et donc ça peut aussi avoir un impact sur la performance. Donc on peut avoir à la fois potentiellement un impact sur la prévention des blessures, sur le soin, potentiellement de la tendinopathie également, mais ça reste un point d'interrogation, et sur potentiellement aussi l'amélioration des performances si le tendon est plus apte à transmettre la force pour le geste sportif. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. On sait aussi là qu'il y a une autre étude qui a été publiée ce mois-ci, qui est elle aussi très sérieuse et qui a comparé les effets du collagène, enfin qui a analysé, mesuré les effets de 30 grammes de collagène ou moins 15 grammes ou 0, pour voir s'il y avait, après une séance de renfort, un effet sur la synthèse du collagène dans les tissus, c'est-à-dire mesurer dans le sang des marqueurs qui montrent que on a plus de production de collagène au sein de nos tissus après le renfort, et avec ou sans collagène. Et quand on prend 30 grammes, on a les meilleurs résultats. Mieux que 15 et encore mieux que 0, bien entendu. Donc on est vraiment dans cette démarche d'aller chercher quelque chose qui potentiellement vient solidifier le tendon. Donc mon avis personnel par rapport au collagène, par rapport à tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, et par rapport également à l'écoute minutieuse d'interviews, notamment d'experts dans le domaine, c'est que potentiellement le collagène ajouté à du renforcement musculaire, ça semble potentiellement être bénéfique pour la santé des tendons, pour les aider à les renforcer, que ce soit en prévention des blessures, peut-être pour améliorer la performance, peut-être pour soigner un peu mieux les tendinopathies, les blessures éventuellement ligamentaires, les atteintes cartilagineuses. Je dis bien peut-être parce que ça reste des points d'interrogation. On a vu aussi, en cas de tendinite, une diminution de la douleur, parfois, sur certaines études. Ce sont des résultats qu'il faut confirmer. Le souci, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas de preuve que le collagène offre des effets supérieurs aux protéines classiques complètes. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment d'études qui comparent l'effet de 30 grammes de collagène plus du renfort avec 30 grammes de protéines plus du renfort, et l'impact sur la synthèse du collagène et aussi derrière la santé du tendon, la rigidité du tendon et les différents marqueurs qui peuvent montrer qu'il est plus solide et plus résistant. Donc c'est ce qui nous manque, et ça on ne sait pas. Donc c'est intéressant parce que si juste prendre des protéines suffit, on va pas s'embêter, parce qu'on sait que par contre les protéines à hauteur de 30 grammes, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique pour reconstruire le muscle après du renforcement musculaire ou un entraînement. Alors que le collagène, on le sait par contre, est moins efficace sur le muscle. Mais sur les tissus conjonctifs comme les tendons, on ne sait pas vraiment actuellement. Donc, deux choses à mon sens à retenir. C'est, premièrement, la priorité, c'est de faire du renfort. Quand on fait du renfort,
quel que soit le protocole utilisé, on voit des effets sur le renforcement des tendons, en plus des effets bénéfiques sur les muscles, sur la force musculaire, éventuellement sur les performances sportives, quels que soient les sports en général, hein. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, quand on apporte un complément de collagène, on peut parfois avoir un petit bénéfice supplémentaire. Attention, je dis bien petit parce que le gros du boulot, c'est le renfort. Si vous faites pas les exercices avant, vous pourrez ni soigner plus vite votre problème, votre douleur ou votre tendinite, mais vous pourrez pas non plus avoir un effet bénéfique sur le tissu, sur le renforcement des tissus. Donc ça, c'est la priorité. D'abord, on s'entraîne et on voit peut-être pour le collagène ce que ça peut donner. Ensuite, avant même de prendre du collagène, pensez à votre apport en protéines. Je vous dis pas de prendre des protéines en poudre, je vous dis juste qu'il faut absolument consommer suffisamment de protéines au quotidien, quel que soit le sport pratiqué. Et ça, c'est bien plus important et bénéfique que d'ajouter juste un complément de collagène. Personnellement, je vous conseille éventuellement, si vous le souhaitez, de tester un protocole avec du collagène, notamment si vous avez des douleurs tendineuses et que vous aimeriez voir si ça peut vous apporter quelque chose. Donc 30 grammes, c'est le protocole le plus utilisé. Avant les exercices, 30 minutes, 1 heure avant les exercices, ça aussi c'est le protocole le plus utilisé. Et faire ça sur une longue période. 6, 8, 10 semaines, 12 semaines, et voir ce que ça peut donner. Sachant qu'on n'a pas retrouvé d'effets néfastes de la prise de collagène, si vous choisissez un complément de qualité, bien entendu. Donc voilà ce qui peut être intéressant à retenir par rapport au collagène. Je vous ai mis la source des études. Surtout, n'oubliez pas qu'il faut qu'un complément alimentaire comme le collagène, ça sera éventuellement la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, c'est votre entraînement quotidien. C'est votre mode de vie quotidien, votre hygiène de vie. C'est ça le gâteau. Si vous n'avez pas le gâteau, vous ne pourrez pas ajouter la cerise par-dessus, et c'est toujours ça qu'il faut garder en tête quand on parle de compléments alimentaires. C'est des compléments, hein. Ça vient en complément. Donc je vous ai mis la liste des 2 petites études si vous voulez les consulter, et puis aussi j'ai fait récemment un dossier complet sur les effets du collagène sur les tendons et sur la tendinopathie, si c'est efficace ou non. Je vous ai mis le lien dans la newsletter, vous pouvez donc le consulter pour vous informer et en apprendre davantage. Donc voilà pour cette première partie, on enchaîne avec l'autre thème, l'autre partie. J'aime bien avoir une partie plus orientée sur les études pour vous partager quelque chose de concret, et puis idéalement une autre sur un peu plus humaine, on va dire, sur une histoire, sur une expérience, que ça soit de quelqu'un, d'un athlète, quelque chose que j'ai pu éventuellement entendre sur certaines interviews ou podcasts ou éventuellement lu, et qui, à mon sens, vaut le coup d'être partagé. Donc là, en l'occurrence, pour ce mois, je voulais vous parler d'un exploit qui a été réalisé fin août sur l'UTMB par un coureur qui s'appelle Vincent Bouillard, qui n'est pas un coureur professionnel, mais qui a gagné l'UTMB. L'UTMB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course de trail running autour du Mont Blanc qui fait 170 km, 10 000 mètres de dénive, et on doit tout faire bien sûr avec ses baskets, son sac et idéalement en moins de 20 heures si on veut gagner la course, ce qui a été le cas de Vincent. D'habitude, c'est bien entendu des coureurs professionnels qui gagnent cette course puisque c'est la course la plus relevée au monde en termes de coureurs au départ, de niveau des coureurs au départ. Et donc ça a été une surprise pour beaucoup de gens, et on considère que c'est un total entre guillemets inconnu qui a franchi la ligne d'arrivée avant tous les autres professionnels et meilleurs mondiaux. Vincent Bouillard, c'est un homme qui a 30 ans, qui est ingénieur chez Oka, qui travaille à la base toute la semaine, de ses dires une quarantaine environ heures de travail par semaine. Il partage rien sur les réseaux sociaux, il n'a pas de followers jusqu'à présent, en tout cas jusqu'au moment de l'UTMB, et il n'est pas payé pour courir. Après, attention, quand on dit total inconnu, c'est important de remettre les choses dans le contexte. Il ne sort pas vraiment de nulle part, Vincent Bouillard. Il a toujours été sportif. Il a commencé par l'athlé, ensuite il s'est mis au vélo, au trail running, et ça fait déjà des années qu'il s'entraîne toutes les semaines
avec assiduité. Et pourquoi il s'entraîne? C'est parce qu'il aime ça. Parce qu'il est issu d'une famille qui a toujours fait du sport, parce que ça a été quelque chose d'important dans sa vie, passer du temps dehors, parce qu'il le partage avec sa compagne, et parce qu'il a besoin de ça pour vivre heureux et épanoui, en fait. Ça fait partie de son mode de vie. Donc, avant tout, il s'est donc fixé un objectif qui était de prendre le départ de l'UTMB et de réaliser la meilleure performance possible, sans forcément s'occuper des autres. Et pour ça, il s'est dit, ok, je vais m'entraîner méticuleusement, je vais m'entraîner comme un pro, même si je ne suis pas un pro, parce qu'après tout, moi, mon objectif, peut-être que ce sera pas de gagner la course, mais ce sera d'être le meilleur de moi-même possible au départ, sans me mettre des barrières. Et pour ça, il s'est entraîné seul la plupart du temps, mais il s'entraîne très bien. Il s'est documenté, il connaît très bien l'entraînement. Étant ingénieur, il a quand même un certain background qui fait qu'il peut se permettre aussi plus de rigueur et d'appliquer ses principes pour être plus performant. Et il a donc battu les meilleurs mondiaux. Il a fait un temps assez proche des meilleurs tels que Jornet, Diane Wamsley pour ceux qui les connaissent. Et pour moi, ce que je retiens, c'est comment il a fait. Finalement, il a décidé de supprimer les barrières mentales qu'on a souvent, que beaucoup d'entre nous ont. Et il a décidé tout simplement de se dire, c'est pas parce que je suis pro que j'ai pas le droit ou que je ne peux pas m'entraîner professionnellement. Enfin, quand je veux dire professionnellement, c'est avec le plus grand des professionnalismes possible, tout en travaillant 40 heures semaine. Et pour ça, il faut que je trouve un équilibre. Alors déjà, il faut que ces rêves qui l'animent soient profonds, mais il faut que je trouve un équilibre, vie professionnelle, vie familiale, vie perso-sportive, qui soit adapté à mon quotidien, qui m'apporte et qui soit aussi adapté à mes objectifs. Et il a réussi à mettre en place ça sur du long terme, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un travail qui date d'années, c'est des années de boulot derrière, de travail et d'entraînement régulier. Il n'a pas précisément voulu gagner l'UTMB depuis 15 ans, mais ça fait des années et des années qu'il a envie de s'entraîner régulièrement, qu'il a envie de prendre soin de son corps, d'être en forme et de voir où il peut aller dans les différents sports de plein air. Et donc, en étant régulier, assidu, motivé et surtout animé par des rêves et des passions, c'est ça qui est aussi très très important, on peut aller vraiment loin et bien plus loin que ce qu'on pense. Si on arrive à faire sauter ces fameuses barrières, on peut avoir un travail, s'entraîner tout aussi bien qu'un professionnel. Certes avec peut-être plus de contraintes, mais avec un équilibre de vie adapté à ce qu'on aime. Et puis, on peut donc espérer tout à fait réaliser ses rêves dans les meilleures conditions possibles. Il faut juste s'en donner les moyens, retirer les barrières mentales et surtout le faire pour soi. Avoir une motivation interne, quelque chose qui nous anime au plus profond et non pas pour le regard des autres, pour la performance, histoire de dire que on est fort, on est performant. Non, il faut trouver les sources internes qui viennent de nous. Et pour certains, ça sera pas forcément la performance physique. Ce sera juste le rêve de pouvoir accomplir une immense balade en montagne ou un superbe tour en vélo ou une randonnée en traversant tout un tas d'endroits exceptionnels qui vont demander des performances et des qualités physiques assez hors normes, parce que souvent, quand on veut réaliser nos rêves, on a besoin d'avoir un physique à la hauteur, et ça c'est important. Donc il faut arrêter de se freiner en pensant qu'on n'est pas capable et que on peut pas s'entraîner bien. Souvent il y a des solutions. Si vous avez des envies, des passions et des rêves, eh ben c'est ce qu'il y a de plus beau en soi dans la vie, avec bien entendu la vie familiale, l'amour, les amis, les connexions sociales. Mais c'est ce qui nous reste de la vie, c'est ce qu'on peut vraiment vivre, contrairement à tout le reste qui est très superflu, superficiel. C'est ce qui nous apporte des émotions, qui nous fait nous sentir vivants. Et pour ça, il faut être régulier à l'entraînement, il faut être méticuleux, il faut essayer d'apprendre à bien s'entraîner, apprendre à écouter son corps, apprendre
à se discipliner parfois, apprendre sur soi-même, s'apprendre finalement. Et c'est là qu'on voit plus que le sport et les entraînements sont des sacrifices. Si vous vous entraînez et qu'à chaque fois vous vous dites j'ai besoin d'un objectif, d'une compétition, parce que sinon j'arrive pas à aller m'entraîner, parce que j'ai pas la motivation, remettez en question votre pratique. Alors c'est peut-être des mots forts que je dis là, mais je suis honnête et sincère. Peut-être qu'au départ c'est le cas, c'est normal, vous n'avez pas l'habitude, vous n'êtes pas encore sportif, on va dire, accompli, mais lorsque le temps passe, c'est pas normal de voir autant de personnes qui soient en mesure de préparer un marathon ou un semi ou un trail, qui vont s'entraîner 3 mois avant, assez bien, voire assidûment, et puis qui en ont marre et qui arrêtent complètement pendant 2, 3, 4 mois. Là, il n'y a rien de pire en fait pour la progression sportive. Si les pros sont à ce niveau-là, c'est parce qu'ils s'entraînent régulièrement. C'est pas forcément parce qu'ils font 20, 25, 30 heures d'entraînement semaine. C'est surtout parce qu'ils s'entraînent régulièrement. Ils n'ont pas beaucoup de coupures, ils sont réguliers année après année. Et même si c'est 5 heures par semaine, 6 heures, 7 heures, c'est génial, mais il faut le faire semaine après semaine après semaine. Et c'est ça qui va vous aider à progresser. Et pour ça, et pour cette régularité, il faut le faire pour soi, il faut trouver ce qu'on aime, il faut trouver ce qui nous motive, qui nous anime et qui nous apporte au quotidien. Pour ne plus voir les entraînements, l'alimentation, ce genre de choses comme des sacrifices, mais tout simplement des choses qu'on a envie de faire, des besoins, qui nous apportent notre équilibre et notre bien-être. Vincent, il a ensuite partagé sa philosophie de l'entraînement avec Coros, la marque Coros, puisqu'il portait une montre, et il a partagé 3 grands principes. Déjà, il commence l'année en se fixant un objectif en matière de conditions physiques, et il précise bien en matière de conditions physiques. À mon sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas forcément un objectif de classement, c'est surtout un objectif personnel, donc qui vient de soi, par rapport à nos capacités, par rapport à nos qualités. Donc ça c'est important. Et le fixer en amont, pour pouvoir avoir du temps, pour bien se préparer et pour prendre du plaisir pendant la prépa. Ensuite, son deuxième point qui l'attire, c'est se fixer des objectifs de charge d'entraînement hebdomadaire. Qu'est-ce qu'il entend par ça? C'est surtout se fixer des objectifs en termes de volume d'entraînement dans sa semaine et de faire évoluer notre plan en fonction de notre objectif et de sa date pour arriver le jour J dans les bonnes conditions. Ça demande des connaissances ou l'aide d'un coach. À ce sujet, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter par email. Je serai ravi de peut-être vous suggérer certaines choses ou vous orienter vers des sources pour que vous puissiez apprendre à ce sujet parce que c'est passionnant. Et pour arriver le jour J prêt, il faut avoir une semaine type. Et ça, c'est intéressant parce que quand on travaille, on peut donc avoir ce pseudo-équilibre. Et lui, il a essayé d'avoir une semaine type qui contient des séances d'entraînement assez similaires de semaine en semaine. C'est juste qu'il va augmenter doucement la difficulté ou le temps, le volume de chacun de ces entraînements au fur et à mesure de sa saison. C'est sûr que 6 mois avant, vous n'allez pas faire la plus grosse semaine de votre vie pour préparer votre objectif. Il vaut mieux la faire 3-4 semaines avant. Et 6 mois avant, il faut juste être régulier, avoir une condition physique et préparer, être en phase de préparation pour la suite. Lui, il essaie toujours de garder un entraînement un peu plus intense dans la semaine. Donc plutôt en course à pied puisqu'il fait de la course à pied, mais si vous faites un autre sport, vous choisissez votre sport de prédilection. Et ça peut être des intensités variées, mais qui peuvent aussi s'adapter en fonction de ce que vous devez développer comme qualité le jour J. Il a toujours une sortie longue, voire 2, en entraînement croisé. Ça veut dire qu'il faisait souvent un trail long le samedi, le week-end, et le dimanche, une sortie longue à vélo. Super intéressant d'utiliser l'entraînement croisé. Dans un sens comme dans l'autre, même si vous êtes cycliste, faire un peu de course à pied, c'est très bon pour la santé. C'est très bien d'avoir cet entraînement croisé pour que votre corps soit un peu plus complet, pour cette prévention des blessures, parce qu'on sait que quand on fait varier les gestes, on peut avoir vraiment quelque chose de qualitatif.
Et c'est de plus en plus pratiqué par les sportifs de haut niveau. Et puis, il va aussi ajouter du renforcement musculaire en essayant de s'adapter à son emploi du temps. Alors parfois, on voit qu'il scinde ses séances de renfo avec des petits blocs de 15-20 minutes que vous pouvez faire plusieurs fois par semaine, ou une séance plus longue de 45 minutes. Mais il va à l'essentiel, on sait que c'est au minimum une bonne séance par semaine pour avoir vraiment un impact sur prévention des blessures, douleurs, etc. Et il fait aussi beaucoup de volume en course à pied, en zone 2, en endurance. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'il fait pas beaucoup d'intensité, mais il fait beaucoup d'endurance fondamentale. Donc vous voyez, c'est quelque chose de complet. Et pour le renforcement musculaire, n'oubliez pas que j'ai développé des programmes spécifiques qui peuvent vous accompagner toute l'année, parce que c'est pas simple. À la base, si vous êtes coureur à pied, trailer, cycliste ou autre, vous voulez vous concentrer sur votre sport. Et c'est compliqué ensuite. On aime bien suivre un programme de renfo pour se faciliter la tâche, retirer les contraintes et être sûr de le faire avec différents plannings. Donc n'hésitez pas à l'utiliser sur mon site toutpourmasanté.fr. Et puis, bien entendu, son dernier principe, c'est d'adapter les semaines en fonction des besoins pour tenir compte des engagements qu'il a professionnels, vie privée, vie perso, vie familiale, et en essayant en tant que possible d'augmenter progressivement ce qu'il appelle sa charge d'entraînement. C'est-à-dire que vos semaines, en fonction de votre forme et de l'évolution de votre forme, elles doivent, quand vous vous rapprochez de votre objectif, devenir de plus en plus costaud, voilà, tout en étant sûr de garder cette régularité. Donc, vaut mieux viser un peu moins mais être régulier que vouloir se dire je vais battre leur corps cette semaine et en faire énormément et puis pas passer le cap. Faut faire attention, dans l'article qu'il a fait sur Coros, il insiste beaucoup sur l'importance des données fournies par sa montre. Concernant notamment la charge d'entraînement, ses données de récupération, ses données sur la qualité de son sommeil. Faites attention quand vous lisez l'article. C'est un article publié par Coros. Or, on sait que ces données-là ne sont pas du tout fiables. On le sait, et on sait aussi que les meilleurs athlètes mondiaux, et Vincent il en fait partie, ils savent que ces données ne sont pas fiables et ils ne les utilisent quasiment pas. Ils utilisent surtout des données internes. Quand on lit aussi les articles de Jornet avec Coros, il parle de certains points, mais quand on lit ces articles de blog ou qu'on écoute ces podcasts, il précise bien que c'est pas ce qui suit, ce qu'il écoute. Il les mesure par curiosité, mais il ne les utilise pas pour prendre des décisions et ajuster son entraînement. Ce qui compte, c'est votre ressenti, c'est ce que vous ressentez en vous, c'est-à-dire la perception de l'effort qu'on appelle RPI en anglais. Lorsque vous faites un effort à une certaine intensité, est-ce que ça c'est perçu comme, vous le ressentez comme facile, moyen, un peu dur, très dur, très dur, voilà. Et ça, vous savez, vous êtes dans la côte, à côté de chez vous, vous avez l'habitude de monter souvent et vous la montez pas vite. Et aujourd'hui, ça semble très dur. Vous savez que vous avez de la fatigue. Vous n'avez pas besoin de votre montre ou d'un chiffre qui vous dit que vous êtes en forme ou pas. Parce que ça sera sûrement pas du tout corrélé avec votre sensation. Et puis vous avez peut-être eu une journée difficile avant, qui fait que vous ne pouvez pas vous permettre de suivre votre montre parce qu'elle ne sait pas que vous avez eu une journée difficile. Elle ne sait pas le stress que vous avez eu avec votre fils, votre fille ou au travail. La fatigue perçue à évaluer, ça c'est ce que vous ressentez. La qualité de votre sommeil, vous n'avez pas besoin d'un chiffre, vous le ressentez. Si vous vous réveillez le matin et vous êtes reposé, vous vous sentez bien, ben voilà, vous avez votre réponse. Et même si votre montre vous dit que c'est pas terrible, déjà les mesures des montres de la qualité de sommeil ne sont pas du tout fiables. Elles sont pas capables d'évaluer correctement le sommeil. Et deux, c'est très psychique et mental. On sait que si on fait croire à des gens qu'ils ont dormi 8 heures alors qu'ils ont dormi que 5 heures, ils ont l'impression d'avoir passé une très bonne nuit et d'être reposés. Et inversement. Et ça, ce sont des études scientifiques qui ont été faites très sérieuses. Donc c'est intéressant de se dire que, voilà, on suit son ressenti avant tout. Et si vous vous sentez bien que vous avez dormi que 6 heures, vous vous sentez bien. Donc vous êtes bien. Et puis il y a aussi l'appétit, le moral, l'envie. Parfois on peut aussi considérer la libido. Ça, ce sont des facteurs qui montrent si vous êtes trop fatigué ou pas, si tout est en baisse, en chute libre.
Souvent, ça c'est le signe que vous avez besoin de récupérer. Hein. Le moral, l'envie, si vous vous sentez un peu déprimé, vous avez tendance à avoir beaucoup moins d'énergie, si vous avez une baisse de la libido, et ça c'est aussi quelque chose qui est utile chez l'homme comme chez la femme à surveiller lorsque c'est prolongé, bien entendu. Voilà, tous les éléments mis bout à bout, ce sont ces données-là qui sont fiables pour vous aiguiller afin de progresser, et elles viennent de vous, elles sont en vous, et elles vous demandent une connexion avec votre corps qui est indispensable quand on fait du sport, et qui revient à ce qu'on disait juste avant en début d'article, c'est cette importance de trouver des motivations internes, et si déjà vous êtes connecté à l'écoute de votre corps physiquement, vous le serez aussi mieux psychologiquement, émotionnellement, et ça vous aidera à y voir plus clair sur ce que vous avez envie, parce que le plus important c'est que vous trouviez votre propre équilibre, et que vous utilisiez le sport comme un moyen de vous faire du bien, et non pas juste pour performer et pour montrer aux autres, aux collègues de travail, que vous avez fait tel marathon, telle course à l'UTMB, alors que dans le fond, c'est peut-être pas ce qui vous correspond. Voilà, je voulais finir un peu sur ce point pour avoir un petit peu matière à réflexion, parce que c'est toujours intéressant de réfléchir à tout ça, de savoir pourquoi on fait tout ça. Pourquoi on a envie de faire du sport, pourquoi on a envie de s'entraîner, pourquoi certains ne veulent pas en faire, pourquoi certains ne se considèrent pas sportifs alors qu'on sait qu'on n'a pas le choix, on est obligé de bouger si on veut être en bonne santé. Quelqu'un qui ne fait pas de sport régulièrement toutes les semaines ne peut pas être en bonne santé. Donc déjà, c'est une première source de motivation, de départ pour démarrer, mettre le pied à l'étrier. Parce que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est prendre soin de soi pour ensuite être en mesure, en pleine possession de nos moyens pour prendre soin des gens autour de nous qui en ont besoin. Je vous ai mis les liens de l'article sur Vincent Bouillard et son entraînement pour l'UTMB et sa performance à l'UTMB, et aussi une interview intéressante d'un autre podcast. J'aime bien essayer de partager d'autres podcasts, notamment là celui de dans la tête d'un coureur. Je le trouve intéressant et pertinent, et je vous invite à l'écouter. Voilà pour ce premier épisode pour ce mois, et nous allons donc en rester là-dessus. Donc déjà, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps. Vous pouvez tout simplement me donner votre ressenti, me communiquer vos retours, vos questions, vos suggestions, vos critiques aussi, ça c'est super intéressant et important. Les critiques, c'est ce qui aide le plus à faire évoluer le travail. Tout simplement en contactant via le formulaire de contact de mon site toutpourmasanté.fr par email avec un message, et vous pourrez ainsi m'en dire plus. N'hésitez pas, je suis toujours hyper content d'avoir cette connexion avec vous. Et puis également, si vous voulez me remercier pour mon travail, tout simplement continuez à me suivre, mais surtout continuez à prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé, et à faire du sport régulièrement pour vous entraîner, pour vous sentir bien dans votre corps, pour être bien dans votre quotidien, pour trouver votre équilibre de vie à vous perso qui vous aide à vous épanouir. Allez, à bientôt, et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao!